Petite parenthèse avant de commencer l'épisode. Je suis ravie de te donner rendez-vous le 12 et 13 juillet prochain à Arcachon pour la 2e édition du congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Un événement unique imaginé par Julien Perron que j'ai eu le plaisir de recevoir dans le podcast. Besoin d'inspiration, envie de te recentrer, de prendre du temps pour toi. Au programme, un week-end hors du temps, dans un cadre de rêve, face au bassin d'Arcachon, des conférenciers de haut vol, des ateliers et une énergie collective incroyable. J'aurai la joie d'y animer un atelier « Comment s'aligner avec ses besoins ?» Les places sont limitées, alors fonce vite sur congrès.c'estquoilebonheur.fr pour réserver la tienne. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode spécial Burnout avec ma psychologue Laurence Adjadj. Laurence pratique plusieurs techniques thérapeutiques dont l'hypnose et l'EMDR et elle est elle-même passée par le burn-out. Cet échange a été initialement offert en exclusivité aux membres de mon programme Rebondir après un burn-out. Dans cet épisode, elle nous apporte un nouveau regard sur qu'est-ce que le burn-out, ce qui peut mener au burn-out, la différence entre ralentir et s'arrêter, des outils pour le dépasser, l'éviter, les indicateurs à surveiller, des conseils aux proches et bien plus encore. Cet épisode s'adresse à toutes les personnes concernées, de près ou de loin, par le burn-out. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laurence. Bonjour Charlotte. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Pour ceux qui n'ont pas écouté votre épisode de podcast avec votre histoire, je remettrai le lien. Aujourd'hui, l'idée c'était on a une petite klaxon qui dit que ça y est, c'est parti. C'est ça. Aujourd'hui, l'idée c'est de parler du burn-out parce que donc on l'avait vu dans votre histoire, vous êtes passé par le burn-out et aujourd'hui vous êtes donc psychologue. Et est-ce que vous pouvez nous raconter, pour ceux qui n'ont pas encore le temps d'écouter votre histoire, à quel moment ça a été votre burn-out et selon vous, quel a été le déclencheur ? Alors, ce burn-out est arrivé au moment du confinement, du moins un petit peu avant, bien sûr. Et comme j'avais des outils en tant que psychologue pour pouvoir rester... j'avais une expression à l'époque, je disais « je suis à l'orée du bois du burn-out ». Et à chaque fois, je rentrais, on travaillait en auto-hypnose, j'étais attentive à des choses pour moi, pour pouvoir gérer. Dès que je sentais que j'avais un pied dans le burn-out, le bois du burn-out, je disais, je faisais en sorte de travailler sur moi en auto-hypnose pour sortir du bois du burn-out. Et ça, je l'ai fait à plusieurs reprises, jusqu'à ce que j'entende quand même une conférence où on m'a expliqué que même si on a des outils, il s'agit de quand même pas nier ce que l'on perçoit de soi, de notre corps. Et malgré tout, je sentais que j'étais très proche, je faisais ces allers-retours, et jusqu'à ce que le confinement arrive. Et là, ça a été la révélation. J'ai accepté d'avoir les 2 pieds dedans et de le vivre pleinement. Et pendant 10 jours, j'ai fait que dormir. Ouais. Alors, sur l'état des lieux, c'est quoi ? C'est bien sûr un excès de vitesse, une surcharge, beaucoup trop de choses à faire et pas de temps de pause et la tête dans le guidon et pas voir venir les choses, être vraiment là, c'est très insidieux, toujours aller plus jusqu'au moment où il n'y a plus de carburant dans le moteur. Et du coup, après ces 10 jours, qu'est-ce que vous avez dormi pendant 10 jours, qu'est-ce que vous avez fait après ? Alors là, ça a été déjà la première révélation pour moi, important de me dire c'est un cadeau du confinement, finalement, un cadeau de la vie de s'arrêter. Donc, c'est comme ça que j'ai pris le confinement. Ouais. Et ensuite, j'ai fait, vous savez, des séances. Il y avait des séances de danse ou de fitness qui étaient proposées. Il y a eu beaucoup de générosité pendant cette période-là. Et avec ma fille, on avait fait une séance de fitness. Et je n'arrivais pas à longer mes bras à l'arrière, tellement j'avais de la tension dans mon corps. Curieusement, je n'aurais jamais imaginé ça, de voir mon corps comme ça. Et là, ça a été le 2e message très très fort où je me suis dit non. Et pendant tout le confinement, j'ai fait des exercices, des étirements pour revenir. Et de là, je me suis dit, c'est 2 messages très importants de mon corps. Le 3e, c'était maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour éviter de retomber dans le bois du burn-out ? Et surtout, je ne peux pas continuer, il y a des choses à changer. Et j'ai travaillé sur moi
dans ce sens, comment changer des choses. J'ai discuté avec certaines personnes qui étaient aussi dans le monde du travail très actif, avec qui on pouvait parler et avec qui on se comprenait très bien. Ouais. Et c'est vrai que malgré tout, il y a des parachutes à mettre en place. Et ça s'est soldé par quoi ? Ça s'est soldé comment m'autoriser à avoir 1 heure, 2 heures sur moi, sur mon planning. Et j'ai été très, très difficile à négocier avec moi-même pour pouvoir faire ces changements. Et quand j'ai commencé à les faire, eh bien, c'était oui, parce qu'en fait, c'est une vraie négociation de soi avec soi. Complètement, complètement. Une partie de moi ne voulait pas lâcher parce que j'étais bien dans ce rythme-là. Et c'est grisant, c'est stimulant, puis le regard des autres aussi qui amène de la satisfaction, de la fierté. Et puis finalement, non, quand on écoute son corps, on se dit non, mais à quel prix ? Et plus jamais ça. Ouais. Et vous avez mis quoi du coup en garde-fou ? Donc là, vous avez eu du temps dans votre agenda pour vous ? Oui, au début, j'ai voulu mettre 2 heures. J'ai enlevé 2 heures. Par semaine ? Oui. Pas par jour, non. Voilà. Alors, bien sûr, autour de moi, on me dit, alors ça va, tout ça. Moi, je n'ai pas vu passer 2 heures. Bon, je vais en mettre 3. 3 heures. Sauf qu'au début, je ne savais pas quoi faire. C'était insupportable pour moi, me reposer. Et de là, peut-être que c'est passé. Alors, j'ai mis 4 heures. Donc, une après-midi, en quelque sorte. Et là, aux premières, c'était insupportable. Je ne savais pas quoi faire. J'étais là, je tournais en rond. Et je m'interdisais de faire du travail, par contre. Ça, c'était la règle. Et est arrivé à rechercher à l'intérieur de moi qu'est-ce qui me fait plaisir. Ce qui est un vrai enjeu, c'est vraiment ce truc. J'en parlais hier très soir curieux, avec une amie qui est en ce moment pas bien. Et elle me dit, mais je ne sais pas ce qui me ferait plaisir. Alors, on le voit très bien pour les autres, où on se dit, oui, on le fait déjà, mais pas pleinement. Ouais. Et qu'est-ce qui me ferait plaisir pleinement ? Et là, c'est là que j'ai repris le golf. Et c'est là que, pour moi, ça a été vraiment le signe qu'il s'agit d'aller chercher en soi. Parce que des personnes autour de moi me donnaient des idées. Oui, va faire de la rando, va marcher, va te baigner. Mais c'était pas... Ça vous parliez pas, ouais. Non. Alors, quand j'ai remis ça en place, par la lecture, par commencer tranquillement, comment ça pourrait être possible, comment le timer, etc., eh bien là, trouver avec qui y aller, parce que c'est pas forcément un sport solitaire, donc tout à fait. Et là, ça a été pour moi une autre vision de ce temps donné, et ça s'est fait naturellement. Et depuis, en fait, mon corps me le demande. Si je lui donne pas, et me le fait savoir. Oui, et puis en plus, c'est génial le golf parce qu'on est connecté avec la nature. Oui. Il y a le mouvement physique, donc pour l'activité physique, c'est bon. Il y a ce côté un peu méditatif. C'est vraiment un super sport. Bon, après, dans chaque sport, il y en a qui sont bien, mais là, celui-là est particulièrement bon. Oui. Et surtout, ça amène à cette capacité de faire le vide en soi. Le vide dans sa tête pour pouvoir lancer la balle, viser, il y a la stratégie, etc. C'est vrai et être connecté à son corps. Et puis il y a beaucoup de silence, on demande d'être silencieux, donc ça force à... C'est un peu comme la natation, on est obligé de toute façon d'être silencieux et ça force à la connexion avec soi. Oui, complètement. Et à l'élément. Aussi, parce que dans la natation, il y a l'élément eau. Et qui apporte aussi beaucoup. C'est aussi mon élément, donc de quoi je parle. Ouais. Et donc, du coup, pour vous, déjà, c'est quoi la définition du burn-out ? Alors, pour moi, le burn-out, c'est tout d'abord très insidieux. C'est être en relation avec un stress qui devient chronique, permanent, qui amène à un certain épuisement physique et je dirais surtout émotionnel. Moi, étant dans un métier émotionnel en tant que soignante, en tant que psychologue, c'est cet aspect-là qui fait qu'on arrive à un niveau de fatigue où on a du mal à se faire plaisir, à ressentir le plaisir et à faire des choses et même à trouver... Jusqu'au point, à ne pas trouver l'énergie pour se lever aussi. Certaines personnes en arrivent là. Oui, tout à fait. Et pour vous, c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on en arrive au burn-out ?
Alors, je pense que déjà, c'est un état d'esprit quand on est très, très actif et qu'on aime ça, quand on fait des choses que l'on aime, qu'on est passionné par ce que l'on fait, quand on est passionné par les défis, c'est un petit peu le cas, on y va sans penser vraiment à la machine. C'est un peu comme si on part avec une voiture, on sait qu'il faut du carburant pour qu'elle fonctionne, sauf qu'on l'amène vers de nouveaux chemins, on la fait monter et on ne pense pas vraiment à la recharger, à remettre du carburant. Et de ce fait, on se retrouve à plat, on va vers quelque chose qu'on ne veut pas voir, on veut pas voir. Il y a le déni. Ouais. Et quand on le regarde vraiment, on ne veut surtout pas le voir. Et on en souffre, on se re-questionne, mais on ne se pose pas vraiment les bonnes questions. On reste la tête dans le guidon et c'est ça qui est le plus dangereux. Ouais. Vraiment, et on en avait parlé avec Marine Cré, donc, qui est médecin. Elle me disait que, et d'autres personnes me l'ont dit, que c'est multifactoriel. C'est souvent, on a tendance à dire le burn-out, c'est à cause du travail, mais finalement pas que. Pas que. Absolument. C'est aussi en lien avec sa propre histoire, sa singularité, sa façon d'être face à soi, sa façon d'être face au monde, de rentrer en relation. Parce que le burn-out aussi, il est très... se manifeste aussi par les métiers relationnels. Et puis, on peut avoir des vécus traumatiques qui amènent une certaine vulnérabilité et qui fait que quand on est dans cette phase d'épuisement émotionnel et physique, c'est tout le paquet qui vient derrière. Et la conséquence du burn-out aussi, en termes de symptômes, on le retrouve dans les troubles de stress post-traumatique et également dans les états dépressifs. Une grande question qui est posée régulièrement, c'est selon vous, est-ce qu'on peut guérir du burn-out ? Oui, selon moi, on peut en guérir. Néanmoins, il reste des traces. Et pour moi, ces traces, elles sont utiles. Parce que ces traces, elles permettent d'être attentif à ne plus retrouver cet état. Et je pense important d'être convaincu qu'on peut en guérir. Ouais. Néanmoins, la variable temps est variable en fonction de chacun, de sa propre histoire, son propre vécu, ses propres capacités à rebondir, jusqu'à où on a été dans le trou. Ouais. Après, on se dit plus jamais ça, et c'est une attention de tous les instants. Est-ce que vous pensez pas, parce que Marine disait qu'elle disait pas qu'on pouvait en guérir, dans le sens où elle disait que c'était pas une question de guérison parce qu'elle considère ça plus comme un état qu'une maladie. Mon impression depuis que je l'ai interviewée, c'est que finalement on soigne ce qui nous a poussé au burn-out et où on a ouvert les yeux, et donc du coup ce qui fait que en effet on est guéri, mais en effet notre corps on a tellement tiré dessus que maintenant dès qu'on tire un peu trop sur la corde, il nous parle de plus en plus fort. Absolument. C'est toujours la façon de comment on peut le voir. C'est vrai, sous un angle psychologique, on pourrait dire qu'il y a toujours cette variabilité de l'état. Et la question, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est la maladie ? Est-ce que c'est du pathos ou pas ? Cela dit, je pense que c'est important de garder en tête qu'on peut être convaincu qu'on peut arriver à changer des choses. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Mais oui, c'est hyper positif, parce qu'en effet, quand ma psychiatre que j'avais vue au moment du burn-out m'avait dit à cette question, quand est-ce qu'on en guérit ? Elle m'avait dit, la question, c'est pas ça, c'est on apprend à vivre avec. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose dont j'ai discuté sur les réseaux sociaux, et il y a plein de gens qui disent mais c'est hyper fataliste de dire qu'on n'en guérit pas. Mais en effet, tout est question. Enfin, l'idée, c'est en effet, c'est de dire oui, il y a un espoir d'aller beaucoup mieux, et vous en êtes la preuve. Marine en est la preuve, et beaucoup de personnes de mon podcast et moi-même, j'en suis la preuve. On arrive à vivre avec, et en étant heureux, bien, et puis avoir ces moments où on est au fond du gouffre ou dans le bois. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme tout événement traumatique. Qu'est-ce qu'on en fait pour continuer à vivre avec ? C'est ça. Lorsque je reçois quelqu'un pour accompagner dans le cadre du burn-out, j'explique toujours, et c'est la première chose, c'est que je fais un schéma. Ce schéma, c'est de décrire des marches d'escalier. Et l'état du burn-out est tellement insidieux qu'on descend les marches progressivement. Donc on ne le voit pas venir et on se dit on en fait plus, etc.
jusqu'au moment où blackout. Et par contre, quand on vient en thérapie, ce que veulent les patients, c'est remonter par l'ascenseur, vite que ça change. Or, je leur explique que pour pouvoir remonter, il s'agit de remonter que par les escaliers, marche après marche. Et ça, c'est un recadrage que je fais très souvent, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est la notion de temporalité qui est différente pour chacun. Et c'est de garder en tête que tout ce que l'on peut mettre en place, c'est utile et ça constitue chacun sa propre marche. Et de se documenter, de s'informer, de se faire accompagner, d'être soutenu comme vous le proposez, c'est utile aussi parce que c'est le chemin à retrouver sa propre marche et marche après marche. Après, il y a toujours la dernière marche. Oui. je dis souvent que dans le burn-out, c'est pas comme dans le jeu de loi, le jeu de loi, il n'y a pas d'échelle pour remonter plus vite. Ouais. On aimerait, hein. On aimerait, mais non. Aimerait. Pour vous, à partir de quand c'est bon? Alors, il n'y a pas de réponse évidemment de OK au bout d'une semaine. Quand est-ce que c'est bon de reprendre le travail? À partir de quand, entre guillemets, c'est quoi les signes qui montrent que les personnes sont prêtes à retourner travailler? Alors, moi, dans ma façon de le vivre, et c'est comme ça aussi que j'accompagne mes patients, je pose toujours la question, c'est aujourd'hui, vous êtes à combien d'énergie en pourcentage sur 100? Alors, on peut me dire des fois 75% d'énergie. Et à combien ce serait bien que vous soyez pour reprendre le travail? Parce qu'il s'agit de savoir qu'au travail, si on travaille en institution, en entreprise, on est attendu à 120% d'énergie. Et que quand on a 75, il manque 50%. Quand on est avec soi et soi-même, en libéral, indépendant, c'est 150%, parce qu'on est souvent plus exigeant pour soi-même. Alors, c'est vraiment de regarder quel est le niveau d'énergie, parce que le but, pour reprendre le travail, c'est de se dire que cela soit durable. Et c'est pas de se dire, OK, je reprends quelques jours et je verrai, en aucun cas, parce que le deuxième arrêt éventuel est encore plus coûteux en termes d'énergie. Psychologiquement, c'est comme une nouvelle mise en échec. Donc, surtout pas. Moi, je parle en niveau d'énergie, plus en niveau de fatigue. Ce terme n'est plus évoqué. Je fais focuser sur quel est le niveau d'énergie, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon énergie, pour reprendre en énergie, des petites choses simples. Est-ce que c'est de boire un thé que j'aime, un yogiti dans un mug que j'aime, ou juste aller voir la mer, ou des petites choses très simples, ou regarder une plante qu'on aime, ou des enfants qui jouent dans la rue, et toutes ces choses-là qui peuvent remonter en point d'énergie. Plus on est attentif à son énergie, plus c'est ça qui va nous donner l'indication. En tout cas, quand la personne est entre 90 et 100% d'énergie, là, on peut repenser à travailler et à le prévoir. De façon progressive. Oui. Ouais. Et se remettre en mouvement, donc bon, vous disiez qu'au bout de 10 jours, vous avez repris un peu le travail. Évidemment, ça dépend de l'état dans lequel on est, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que il faut quand même revenir dans une activité parce que c'est bien de se reposer, mais moins on en fait, et justement notre niveau d'énergie, ça va pas le recharger parce qu'on est obligé de faire des choses pour le recharger quand même. Absolument, c'est très juste. Et souvent, l'entourage nous encourage à arrêter. Et quand on est passionné, qu'on aime travailler, on ne peut pas s'arrêter. C'est pas possible. On n'écoute pas, on n'entend pas ça. C'est pas acceptable. Néanmoins, je dirais plutôt qu'il est important de ralentir. Ralentir, ça veut dire quoi? Continuer à faire, à rester dans le mouvement de la vie, à faire des petites choses, tout ce qui est possible, des choses qui peuvent être très simples, et voir un peu plus quand on a un peu plus d'énergie. Oui, c'est toujours rester en mouvement. Et c'est quoi, au moment où on ouvre les yeux sur le fait qu'on est en burn-out, ça serait quoi votre conseil, les 3 actions à mettre en place Alors, quand on rentre dans le burn-out ou quand on revoit des signes du burn-out? Alors, on va commencer par quand on voit qu'il arrive et puis après on fera quand on voit que les signes reviennent. Alors, quand on voit qu'il est là, qu'on a les 2 pieds dans l'eau et du bois du burn-out, la première chose pour moi, c'est de revoir son alimentation. Dans le cas du burn-out, on s'aperçoit que les personnes sautent des repas. On mange très mal, très peu. Alors, c'est vraiment de se dire, souvent j'explique comme ça, interdiction de sauter un repas.
Ça, c'est la première chose. Et on voit que là, on remonte une marche. Ouais. La deuxième chose, c'est le sommeil. Très attentif au sommeil. Pour partager mon expérience, quand après, je m'en suis occupée, où j'avais déjà un petit peu des signes. J'avais été voir un médecin qui avait vécu lui-même un burn-out. Il avait écrit là-dessus. Et quand je suis allée le voir, il me connaissait aussi, il m'avait donné comme prescription de dormir 20 minutes par jour. Et il ne m'avait rien donné de plus. Moi, j'étais furieuse. Furieuse en sortant de là. Et en même temps, je me dis, bon, s'il me dit ça, c'est que je vais le faire. Donc, vous voyez, là, à côté de nous, on est un Fat Boy dans mon cabinet. Et de là, j'ai acheté le Fat Boy pour pouvoir dormir au moins 20 minutes dans la journée. Il m'avait dit 3 fois 20 minutes dans la journée. Ah oui, 3 fois 20 minutes. Donc, c'était très challengé. Et déjà, une fois, ça m'a aidé. Et maintenant, il est là avec moi. Et quand je ressens le besoin, je me mets 20 minutes. Je me mets le chrono où je fais une auto-hypnose pour travailler sur moi et gérer. Donc, je dirais que le sommeil et puis un état peut-être de ralentir ou de bouger dans son corps. C'est faire des étirements. Des étirements pour permettre au corps de se redétendre, parce qu'on met de la détente dans la tête aussi, en passant par le corps. Bon, ça tombe bien, dans le programme, il y a un bonus santé sur l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Okay. Du coup, avec Super. Justement des recettes aussi, parce qu'il y a des aliments qui énergisent, et c'est parce que parfois on peut se dire je mange bien, mais en fait on mange pas bien du tout. Et puis oui, en effet, on le voit bien, on a tendance à sauter des repas ou à vouloir manger que du gras. Enfin, absolument. Et c'est comment revenir à des choses rapides, parce que dans ces moments-là, il faut que ce soit rapide. Ouais. Sinon, il y a la déviance. C'est ça. Rapide et sain et bon pour le corps. Ouais. Et sortir du sucre, du mauvais sucre, le plus possible, en revenant tout simplement, par exemple, avec la banane. Ouais. La banane qui est le fruit le plus complet. Et qui active aussi le système nerveux central, donc ça permet de rééquilibrer les états de tension intérieure nerveuse. Ouais. Un petit carré de chocolat noir aussi au goûter pour pouvoir bien dormir. Enfin, il y a le plaisir et en plus ça permet de bien dormir. Donc c'est absolument. Et au goûter, c'est le meilleur moment pour le potentialiser. Ouais. Et donc là, c'était au moment où on est vraiment dans le dur, on arrive dans le bois, et quand on voit, en effet, on a réussi à aller mieux, mais il y a des signaux qui nous disent, là, tu y retournes. Alors pour moi, ce sont les étirements. C'est faire c'est-à-dire donner des messages au corps qu'on a entendu le message. En faisant des étirements. Alors, ça peut être du tai chi, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, ou encore ce que j'ai mis en place. Voilà, je vais le dire maintenant. Oui. Parfois, quand je sens que j'ai des grosses journées très, très chargées émotionnellement, je prends 5 minutes, 7 minutes exactement, pour faire ce qu'on appelle les 5 tibétains. Ah, vous m'en aviez parlé. Qui sont 7 mouvements, et ça me fait un sas avant de repartir et remonter en énergie pour pouvoir continuer la journée. Et pour moi, c'est fondamental de pouvoir le mettre. C'est une ressource. Je le rajouterai dans le programme. Oui, vous pouvez. Parce qu'à l'époque, j'avais regardé, mais ça m'avait parlé, mais pas au point de me dire je vais essayer. Mais là, maintenant, je sens que c'est le bon moment. Oui, alors d'ailleurs, ce sont des sportifs de haut niveau qui m'ont appris les 7 tibétains. Et j'en étais pas persuadée, et c'est vrai que ça fait des choses. Alors maintenant, je fais pas tous les jours malheureusement, parce que je fais d'autres choses tous les jours, 15 minutes de yoga tous les matins, voire des fois le soir. Simplement, c'est vraiment très très bénéfique au niveau vitalité pour ceux qui font du sport aussi. Bon, je vous le partagerai plus tard. Avec plaisir, on en reparlera. Avec plaisir. Pour vous, aujourd'hui en tant que psychologue, vous avez en plus, ce qui est génial, c'est que vous avez plein d'outils à disposition qui sont l'hypnose, le MDR. Pour vous, c'est des techniques qui servent dans le burn-out ? Absolument. Alors, en ce qui concerne l'hypnose, c'est travailler sur une problématique. On travaille avec le corps avec l'hypnose, c'est l'avantage. Donc, être relié à son corps, comment on peut amener de la ressource à son corps, parce qu'on travaille avec la ressource avec l'hypnose. Et aussi amener à transmettre cet outil-là qu'est l'auto-hypnose.
comme ça que je vais l'utiliser. En ce qui concerne le MDR, on en parlait au tout début, on peut être amené à vivre un burn-out quand on a une certaine vulnérabilité et avoir vécu des événements qui sont chargés fortement au niveau émotionnel, car l'accumulation de chocs émotionnels peuvent aussi amener à cet état d'épuisement émotionnel. Alors, les mouvements oculaires sont particulièrement adaptés dans ce cas-là pour pouvoir travailler sur cette charge émotionnelle. Ouais. Il y a un exercice que j'ai mis dans le programme que j'avais découvert qui permet justement de tourner les yeux. En fait, on tourne la tête et puis après on tourne les yeux le plus loin possible. Et justement, ça explique que ça permet un relâchement musculaire. Alors, c'est évidemment moins puissant que le MDR parce que on en a fait plusieurs séances ensemble et c'est vrai qu'à la fin, il y a vraiment des choses qui ressortent. Et ce que je trouve hyper intéressant dans le MDR, c'est que parfois, quand on parle de trauma, on pense que c'est j'ai eu un accident de voiture. Mais en fait, non, il y a des mini-traumas dont on n'a pas conscience que ça nous a traumatisés. Et en fait, ça a cristallisé des choses en nous qui sont hyper fortes. Absolument. Et souvent, je le définis comme des situations de la vie courante qui peuvent paraître aux yeux du plus grand nombre comme quelque chose qui est d'ordinaire. Ouais. Simplement pour la personne, elle l'a vécu tellement fort au niveau émotionnel qu'elle l'a vécu comme un trauma. C'est ça. Alors oui, il y a des choses, et bouger les mouvements, faire des mouvements oculaires de manière autonome, c'est déjà très bien. Ouais. Après, bien, c'est de l'ordre de la thérapie. Bien sûr, oui, parce que puis il y a vraiment le fait que vous allez amener à questionner pour pouvoir trouver, parce qu'en effet, ce qu'on fait avec cet exercice, ça permet juste d'avoir le relâchement des tensions, mais ça permet pas de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a été ce mini-trauma et puis pourquoi on a été. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, ok, pourquoi j'ai été traumatisée par ce truc, qu'est-ce que ça dit de moi et comment je fais pour que ce type de situation comment on fait pour que cette situation ne m'impacte plus et que ça puisse pas se reproduire non plus, quoi. Absolument, absolument. Et là aussi, vous dites quelque chose d'important qui est comment on peut mettre de la détente dans son corps. Et c'est ça la principale intention que l'on peut mettre pour soi chaque journée. Comment je peux mettre un peu de détente dans mon corps. Si on est OK avec des mouvements des yeux qu'on a appris, on est OK. Oui. Si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est faire un étirement. Si c'est pour quelqu'un d'autre, la respiration. Il faut vraiment que chacun trouve parce que ce qui est génial, c'est qu'il y a une quantité de choses qui existent. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que il y a un jour, comme vous disiez, les 7 tibétains, ça vous convient un jour. Le lendemain, c'est se faire son petit programme personnel qui fait que, mais quand même toujours avoir ce truc de se dire, il faut que j'ai quelque chose qui me fasse du bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'avoir une palette. Ouais. Parce que parfois, on en a marre de faire toujours la même chose. Hein. Alors, c'est bien d'avoir autre chose. Oui, puis par rapport aux émotions qu'on vit, parfois, il faut des choses plus ou moins fortes parce qu'on a vécu quelque chose de plus compliqué. Donc, juste une respiration de 5 minutes, ça ne va pas suffire. Absolument. Absolument. On en a parlé du coup des outils à mettre en place quand on sent qu'on a une rechute. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour les personnes qui sont en rechute ? Ah oui, alors vous en parliez de la respiration, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi fondamental, la respiration. Je dirais d'être vraiment attentif à tout signal dans le corps et de se mettre en action dès qu'on les voit. Ouais. Parce que quand le corps sait qu'on a été attentif, c'est-à-dire, ok, j'ai entendu ton message, il nous le renvoie 10 fois. Alors, c'est travailler ensemble avec son corps. Et je pense que c'est aussi une leçon du burn-out. On ne fait pas contre son corps. Parce que quand on a vécu un burn-out et qu'on est à l'arrêt, il n'y a plus de carburant, eh bien, on peut en vouloir à son corps. Ouais, clairement. Ouais. Pourquoi tu m'as lâché ? Oui, exactement. Ouais. Pourquoi tu m'as lâché ? Alors que c'était nous qui l'avions lâché avant. Exactement. Et parfois, la thérapie, elle sert aussi un petit peu à ça, de se reconnecter et à être doux avec soi-même. Ouais. Et d'écouter et de dire, ok, je t'ai entendu. Alors, je fais ci, je fais ça. Ouais, je t'ai entendu, je fais le message. Même si au début, c'est ça l'intention, la première réponse. Et puis après, quand il nous le renvoie 10 fois, on dit ouais. Et on continue. Et le chemin fait que c'est protecteur. On en parlait hors micro, il y a une vraie notion de respect de soi dans le burn-out. Oui, absolument. Respect de soi, respect de son corps. C'est fondamental. De revenir à soi.
Parce que c'est la solution. C'est la seule solution, même si des fois, il y a l'entourage, il y a le contexte. Et c'est vraiment soi et soi-même. Moi, je dis souvent que je ne m'aimais pas, donc je ne me respectais pas, donc je ne me faisais pas respecter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu personnellement quand j'ai ouvert les yeux sur tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose pour toutes les personnes qui font un burn-out ? Alors, je pense que c'est de cet ordre-là. Pas que. C'est aimer celle qu'on montre être. Ouais. Donc, on s'aimait quand même. On s'aimait quand même. Je vais dire ainsi. Sauf que c'est pas vraiment celle que l'on est au fond de soi. Et quand on retrouve son être, et juste être, et qu'on arrive à mettre tout ça en adéquation, en cohérence, en congruence, en étant aligné avec qui on est. Et bien là, c'est protecteur. Et puis finalement, c'est une belle leçon de vie à protéger, à faire respecter, à défendre. Ouais. Oui, parce que finalement, faire respecter quelqu'un qu'on ne respecte pas soi, c'est... Exactement. On est la seule personne qui peut être présent pour soi, qui peut protéger et faire respecter. C'est une bonne transition avec les personnes ressources. Donc en effet, il n'y a que nous qui pouvons nous aider, mais il y a quand même des personnes qui peuvent nous accompagner dans ce chemin de vie. Bien sûr, et ça compte aussi le soutien. Et c'est comment on se positionne par rapport à ça. Il y a des personnes que l'on pense être de bons soutiens, mais qui ne le sont pas. Comment on l'identifie ça du coup ? Alors, c'est variable. Tout en tombe. Les lunettes, le stylo. Là, il y a une expression au Canada, et j'ai appris ça avec des thérapeutes canadiens. Ils disent que certaines personnes de l'entourage peuvent se montrer bienveillantes, mais elles ne le sont pas, par leur façon de dire « oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça comme ça, ah, mais ce serait mieux ». Ou même comparer à l'état d'avant. Mais comment ? Tu me dis que tu ne peux plus faire ça, alors que tu pouvais en faire largement plus avant. Toutes ces phrases-là, ce sont des comportements qui sont nocifs, qui endommagent encore plus l'état. Là, on l'identifie dans le cas d'état dépressif, mais ça peut marcher aussi par le burn-out, je pense. Ils appellent ça des sneakers, des serpents, qui sont là. Et pas le sneakers, la barre de chocolat. Non. Ce sont vraiment des serpents, et donc c'est aller repérer les serpents autour de soi et se dire, dans son discours, ça me parle pas. Ça me tend. Même on ressent les tensions dans son corps de ces petites phrases. Alors là, c'est de sortir de toute attente et, si possible, se mettre à distance. Puis il y a des personnes vers lesquelles on va trouver de la ressource parce qu'elles vont être positives. Parce qu'elles vont être respectueuses de l'état dans lequel on peut être, qui est un état fragile, vulnérable, et rien demander. Parce que dans ce moment-là, on ne peut plus fournir, on n'a plus de carburant. Donc si on nous en demande encore plus, ou on nous demande de redevenir comme avant, c'est pas possible. Parce que comme toute psychopathologie, ça ne se voit pas. Et c'est difficile pour l'entourage d'aider quelque chose qui ne se voit pas. Quand on a un bras dans le plâtre, on voit, ok, je peux t'aider à prendre le pot sur l'étagère. Mais quand ça ne se voit pas, eh bien, ça se perd, les efforts se démobilisent, et jusqu'au moment où ça devient nocif parce qu'il n'y a plus personne qui se comprend, parce que ça ne se voit pas. L'un dit, mais comment tu ne le vois pas ? Et l'autre dit, mais si, je vois, mais en même temps, je vois pas. Alors, parmi ces personnes ressources, c'est de leur expliquer un état, d'expliquer comment c'est dans la tête, de dire qu'on a besoin de ralentir, de dire que s'ils peuvent aider à alléger la charge mentale, c'est ça qui compte. Ça ne veut pas dire faire à la place pour tout le temps, pour toute la vie. Ça veut dire temporairement, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça ? Et aussi apprendre à noter, à les noter, à dire les choses très, très simplement, et d'accepter de se faire aider, parce que c'est des fois aussi difficile. Parce que souvent, c'est ce que m'aviez expliqué à l'époque, c'est que quand on change, parce que du coup, parfois, on commence à écouter nos besoins et on se dit, ok, là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cet espace et j'ai besoin du coup d'alléger ma charge mentale.
comme on fait changer le système va tout faire pour pouvoir. Et en effet, on est vraiment dans un truc qui est un jeu, c'est pas un jeu, mais psychologique. Et les gens ne s'en rendent pas compte, même s'ils nous veulent du bien, ils vont faire en sorte que on continue à faire comme avant parce que ça les arrangeait bien. Absolument. Et c'est très, très important ce que vous venez de dire, Charlotte, parce que ce n'est pas de l'ordre du visible, là encore. C'est comment, quand quelqu'un commence à changer, tout le système est amené à changer. Quand quelqu'un tombe malade, tout le système se remet en place par rapport à ce changement-là. Et puis, il se remet à nouveau à refonctionner quand la personne tombe guérie. Et c'est rester solide sur ses propres changements. Plus on est solide sur ses propres changements, plus c'est tout le système qui changera. Si vous avez qu'un conseil à donner à l'entourage, donc déjà pour les personnes qui sont en burn-out, bien regarder leur entourage, se dire ok, lui ou elle, j'ai l'impression que il est bienveillant, mais en fait il y a tous ces petits serpents qui finalement me font du mal, et donc arriver à se protéger de ça et ou s'éloigner dans la mesure du possible. Mais en tout cas, se dire ok, ces personnes-là, elles me disent ça parce qu'elles pensent vouloir me faire du bien, parce que c'est complètement de l'inconscient pour eux aussi. Mais en fait, toutes ces petites phrases-là, elles me pompent mon énergie, elles m'emmènent vers le bas, là où ces personnes-là pensent m'emmener vers le haut. Oui, absolument. J'emploie souvent une métaphore qui est celle des branches d'un arbre. Il y a des branches qui sont solides pour certaines choses et qui peuvent être défaillantes pour d'autres. Alors, c'est d'aller repérer les branches qui sont solides et aidantes. Et puis les branches défaillantes, de les mettre de côté provisoirement et de créer de nouvelles branches dans son arbre aussi. Parfois, les personnes ressources ne sont pas celles qu'on aurait imaginées. Parfois, ça peut être juste une personne que l'on croise ou une personne que l'on peut même entendre dans un podcast. Par exemple, on se dit « Ah ouais, là, elle m'a dit quelque chose, ça m'a parlé. » Et puis finalement, on se sent revigoré. On a gagné 5 points d'énergie. Et là, on a monté 2 marches, une par une, sans faire un grand pas non plus, mais ouais. Exactement. Et ça compte. C'est de se dire, c'est pas ceux qui sont forcément les plus proches qui seront les plus aidants. Et c'est d'aller étendre ses propres ressources. Et c'est toujours à revenir à soi. C'est se soutenir. D'autant que potentiellement, alors c'est pas le cas chez tout le monde et heureusement, mais il y a quand même beaucoup de personnes chez qui finalement une des causes du burn-out est une personne de l'entourage proche qui les a amenés, qui font partie du multifactoriel de la cause du burn-out. Oui, parce que ce sont des modes de fonctionnement à la base, c'est-à-dire cet esprit d'être dans le défi, dans la perfection, de vouloir bien faire, d'apporter de la satisfaction aux autres. Tout ça, ça vient aussi de sa propre histoire, souvent parentale. Et du coup, tout ça peut revenir et c'est ce qui peut faire partie du changement du monde des adultes aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir un peu plus soi-même ? Et puis, les personnes avec lesquelles on peut vivre aussi, qui ont d'autres visions du travail, qui ont d'autres visions de la vie, et qui peuvent aussi amener à faire courir la personne. Et puis leurs blessures aussi, un ego à flatter, et besoin de flatter leur ego avec leur conjoint, enfin se servir finalement de leur conjoint comme flatterie à l'ego. Oui, absolument aussi. Il y a tous ces jeux relationnels qui rentrent en jeu. Du coup, les conseils pour l'entourage, alors pour une personne qui nous écoute, à une personne dans son entourage proche ou moins proche d'ailleurs, qui est en burn-out, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil ? Alors, ce serait assez simple, c'est soit de dire, soit plus proactif par rapport aux actions de la maison, aux actions qui sont possibles pour toi, être plus proactif. Et de se dire que l'on a le droit de demander simplement. C'est, souvent, je dis, comme un enfant de 8 ans, faire une demande très simple. Est-ce que tu peux faire ça pour moi ? Oui, non. Et l'autre se dire, donc du coup, le conseil pour les personnes qui sont les personnes ressources, de dire, écoute, là, en ce moment, elle va t'en demander plus que d'habitude. Elle en a besoin et fais-le sans rechigner. Alors oui, et souvent, ça m'arrive de téléphoner au conjoint pour expliquer que la personne, comme ça se voit pas,
elle a besoin d'être aidée un petit peu plus, que ça va créer des changements dans le système relationnel à la maison et qui sont nécessaires. Et souvent, je leur demande, je fais une échelle avec eux. Je leur dis, entre 0 et 10, vous êtes à combien pour pouvoir aider votre conjoint ? Des fois, 10, 11, 12, ok. Et 20 sur 10. Exactement. Alors, à ce moment-là, je leur dis, soyez attentifs à ce qui peut alléger la charge mentale. Ce que vous pouvez faire, vous avez le droit de le faire. Ouais. Et quand l'autre vous redit l'autre personne redit qu'elle peut reprendre l'activité, à ce moment-là, vous la laissez faire aussi. Oui, parce que parfois, il y a des personnes qui bloquent et du coup, la personne en burn-out se sent frustrée et se dit « je suis pas capable » et on est dans un moment où on a vraiment besoin de reprendre confiance. Absolument. Et c'est surtout pour ça que je téléphone pour expliquer que sitôt que le regain d'énergie est là, c'est d'accepter de redonner la main. Ouais. Ok, tu veux le faire ? Vas-y, fais-le. C'est bien. Ouais. Parce que c'est souvent là qu'on voit aussi des rechutes. C'est-à-dire que le système s'est organisé d'une certaine façon que la personne ne fait plus rien. Ouais. Et c'est aussi nocif. Oui, c'est sûr. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se remettre en mouvement, c'est hyper important. Fondamental. Est-ce que, on en a déjà pas mal parlé, mais des conseils pour du coup ne pas rebondir, pour rebondir justement et ne pas replonger ? Alors, bien sûr, connaître une respiration, la respiration de la cohérence cardiaque me paraît la plus appropriée, parce que souvent on retrouve des états d'anxiété en lien avec ces personnalités qui sont touchées par le burn-out, une alimentation aussi attentive, être dans l'activité, être attentif à son sommeil, ralentir, puis aussi toutes ces petites choses qui peuvent être très simples, comme écouter de la musique. Ouais. C'est simple et c'est utile parce qu'on sait que ça a une action sur la neuroplasticité du cerveau. Ouais. Donc et quand on a vécu un burn-out, il y a des choses à changer. Et puis, d'écouter aussi des fois des phrases inspirantes, des personnes inspirantes, ça compte aussi. Ouais, top. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir au moment de votre burn-out ? Alors oui, moi, ça aurait été ralentir. Parce qu'on me disait plutôt arrête. Ouais. Oui, c'est ça. C'est une vraie différence entre arrêter et ralentir. Ah ouais. Vraiment, une vraie différence. Ouais. Si j'avais eu ce conseil, je pense que j'aurais vu les choses différemment. Et le meilleur conseil qu'on vous ait donné à cette époque ? Alors, le meilleur conseil... oui, le meilleur conseil, c'était c'est qui ? C'est qui amène à ça ? C'est qui met la pression ? C'est qui est dans la perfection ? C'est qui ? On m'a posé cette question-là et c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbée. Et je me suis dit, c'est moi. Alors c'est moi qui ai la main sur le volant pour pouvoir amener ma voiture, conduire différemment. Et quand j'ai compris ça, là, j'ai remis des choses en place. C'est là que j'ai fait des changements. Ouais, on est les seuls pilotes. Donc, en fait, c'est qui et qui amène à comment changer. Ouais, top. C'est quoi votre cadeau mal emballé derrière votre burn-out ? C'est la possibilité, par exemple, de reprendre le golf, de pouvoir retrouver des éléments plaisir pour moi. C'est retrouver des plaisirs de la vie, très simple. J'ai vu quand même beaucoup de personnes dans mon entourage plutôt pro, et puis je l'ai vécu moi-même. Le burn-out a amené au divorce. Alors, est-ce que c'est le burn-out qui a amené au divorce ? Bon, il y a plein. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule ? Mais bon, toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup de divorces post-burn-out. C'est quelque chose que vous voyez aussi chez vos patients ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que ça fait changer en profondeur. Et quand il y en a un qui change dans le système, soit le système est en capacité de changer, de créer un nouveau mode de fonctionnement, soit le système se grippe. Et à ce moment-là, l'un dit « mais moi, je ne veux pas continuer à vivre comme ça ». Et l'autre dit « mais je ne comprends pas, avant on vivait très bien comme ça, quand tu étais à 300%. » Et du coup, on ne se comprend plus. Alors,
comme c'est un changement de vie profond et un nouveau regard sur soi que l'on veut défendre, alors il y a des décisions qui sont prises. Ouais. C'est plus par votre expérience, sans être dans les statistiques, c'est plus en général la personne qui a fait le fameux burn-outé qui prend la décision, ou c'est le conjoint? Alors, statistiquement, je dirais que c'est plutôt la femme. Ouais. Après, au niveau du burn-out, ouais, je pense que ça re-questionne. C'est ça qui amène à re-questionner. Ouais. Et après, le chemin peut se faire de manière individuelle et commun aussi. Ouais. Mais je pense que c'est le cheminement vers un nouveau style de vie qui fait que si on n'arrive pas à communiquer ou à être dans la même orientation, c'est vrai qu'il vaut mieux changer de chemin. Après, ce qui importe, moi j'ai mon petit côté bisounours et j'aime toujours voir le positif et je crois à l'amour. Ah oui, c'est important. C'est ça. Hein. Et c'est de dire, voilà, moi j'ai envie de dire aux personnes, si un burn-out en effet c'est une crise existentielle et si vous êtes convaincu que la personne avec qui vous êtes, c'est la personne qu'il vous faut, c'est en effet du coup de créer ce terrain de discussion pour faire en sorte que ça puisse durer pour toujours. Après, il arrive que justement le burn-out, dans les cadeaux mal emballés du burn-out, il y ait justement une séparation qui était finalement nocive et toxique. Absolument, parce que parfois le conjoint, ça peut être aussi l'élément qui a amené au burn-out. Ouais. Parce qu'il en demande trop, parce que il peut avoir ce côté un peu pervers, manipulatoire et surtout mise en pression du quotidien. Mais non, tu pourrais faire ça mieux, tu peux en faire plus, avant tu en faisais plus, on va en faire plus, et jusqu'au moment où c'est plus possible. Alors c'est vrai que quand il y a des décisions de divorce, c'est aussi une révélation dans le couple, parce que la personne peut voir son conjoint d'une autre façon, non pas comme une personne qui a été bienveillante, dans la compassion, dans l'amour, mais une personne, voilà, l'empathie, une personne qui a pu être malveillante. Et c'est comme si on changeait de lunettes et qu'on voit des choses différemment sur l'autre. Ouais. Et finalement, des décisions sont prises. C'est violent, mais salvateur. Oui, complètement, parce que c'est se dire, c'est à quel prix je continue dans cette relation, ou est-ce que moi je ne vaux pas plus que ça, qu'on me traite plus que mieux que ça. Exactement. Comment se respecter, vous le disiez. C'est aussi une façon de se respecter, de prendre cette décision. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, après, on peut faire de nouvelles rencontres et puis redécouvrir l'amour d'une autre façon. Et c'est très, très bien. Oui, c'est sûr. Évidemment, de toute façon, même, il y a du positif dans tout. Et même, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants, c'est de leur dire, oui, on n'est plus la famille comme j'avais imaginé, mais c'est des nouvelles choses, c'est une nouvelle vie et que il faut, ça apprend la résilience. Et en effet, on peut retrouver, c'est Patrick Bruel qui a écrit une chanson qui est hyper émouvante qui s'appelle Encore une fois. Je sais pas si vous en avez déjà parlé de cette chanson. C'est, ça dit encore une fois, on pense, ça commence par lorsque l'amour est tombé par terre, on croit qu'on va mourir mais on survit. Et après, c'est tout sur le fait qu'on a une grosse déception amoureuse et qu'après, on peut refaire sa vie et qu'on peut aimer plus fort et que le cœur a déjà servi. Et quand j'ai entendu cette chanson la première fois, je me suis mis à pleurer. C'était peut-être 2 mois après la séparation avec mon ex-mari. Et en effet, j'ai comme quand on est dans cette énergie de se dire on peut revivre l'amour, on sait qui on est, on sait qui on veut être et avec qui on veut être entouré. Ça permet d'attirer les bonnes personnes. Ouais. En tout cas, la bonne personne, déjà, ça suffit. Ça suffit. Oui. Jusqu'à ce que la bonne personne arrive, en tout cas. C'est ça. Et oui, c'est important de garder
de garder la conviction qu'on peut rebondir à chaque fois. Bien sûr. C'est du burn-out, d'un divorce, d'un travail difficile, d'un licenciement, de tout. Ouais. Même d'un deuil, parce que c'est aussi un deuil, une séparation. Un burn-out, c'est aussi le deuil c'est un vrai de notre bien sûr, c'est un deuil personne qu'on était, et d'un style de vie aussi parfois. Bien sûr. Et sous une autre référence, Michael White, qui a écrit sur la thérapie narrative, et dans le cadre du deuil, il dit comment dire bonjour à nouveau. Moi, je dis bonjour à nouveau à la vie. J'ai interviewé Agnès Ledig, qui est une femme exceptionnelle. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est écrivain, elle fait partie des 10 romancières françaises. Et en fait, elle a commencé à écrire au moment où son fils a eu une leucémie. Et quand son fils est décédé, elle a donné tout ce qu'elle avait écrit au chirurgien, enfin en tout cas au médecin qui suivait son fils. Et il lui a dit mais c'est incroyable. Oui, ça me parle. C'est incroyable ce que vous avez écrit et tout. Et enfin la façon dont c'est écrit, les émotions que vous passez. Et du coup, de ça, elle en est devenue une des plus grandes romancières françaises. Et elle dit, en fait, depuis le deuil de mon fils, je survis, mais pas en mode je survis de façon négative, c'est que je vis 2 fois plus pour lui. Je trouve ça hyper beau. Oui, absolument. Magnifique. Est-ce que vous avez quelque chose un petit mot de la fin à partager avec nous? Des choses où vous vous dites, on ne peut pas mettre ce stop à l'enregistrement avant d'avoir partagé ça. Eh bien, ce que je dirais en conclusion, c'est vraiment être attentif au message de son corps et vraiment de se mettre en action à chaque fois pour pouvoir remettre du carburant. C'est comment on met du carburant dans la vie pour garder le plaisir de la vie et être là dans la vie. Parce que c'est ce qui est le plus important. Les vieilles voitures broutées au moment où elles avaient besoin d'essence. Donc là, le corps broute, on remet du jus. Oui, absolument, absolument. Vraiment. Merci beaucoup, Laurence. Merci. Merci à très Charlotte. vite. À bientôt. Envie d'en savoir plus sur le programme Rebondir après un burn-out ou le bilan de compétences et de besoins spécial burn-out? Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co. En attendant, je te donne rendez-vous vendredi prochain sur la newsletter de Pourquoi pas moi.